Dans ce 3e épisode, nous allons rencontrer Luca Fancello, créateur du blog BrewNation et consultant en référencement naturel. Il nous présente son parcours, ses échecs et ses expériences qui l'ont emmené à vivre en Écosse puis à revenir en Alsace. Ce jeune entrepreneur est tombé dans certains pièges que connaissent la plupart des entrepreneurs débutants. Cette discussion est donc une mine d'informations et de conseils pour ceux qui veulent se lancer dans un premier projet professionnel. Bienvenue sur le podcast Parcours d'entrepreneur. Merci Steve déjà. Donc moi je suis Luca Fancello, donc je suis consultant en référencement naturel et créateur de contenu aussi par le biais de mon blog qui s'appelle BrewNation, donc brewnation.fr, qui est un blog qui parle de la bière artisanale et tout ce qui touche à la bière. Donc la bière qui était au départ une passion et puis j'ai commencé à écrire dessus tous les jours petit à petit et au bout d'un moment, au lieu de garder ces écrits par mois, je les ai publiés et voilà comment ça a commencé. Super, très bien. Alors, depuis combien de temps, justement, tu fais ça? Et comment t'en es venu à faire ça, justement? Parce que tu avais une expérience juste avant. Oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est une très bonne question. Alors, faut savoir que, c'est ce que je t'ai expliqué un petit peu avant. Au départ, j'avais une société de distribution de bière artisanale. Alors, ça a commencé, maintenant, c'était il y a 4 ans. Donc, j'ai un ami qui était venu vers moi et qui avait regardé un épisode à la télé. Il avait entendu parler de bière artisanale et puis il est venu vers moi et il m'a dit voilà, on pourrait lancer quelque chose. Et puis petit à petit, on a commencé comme ça, sans savoir. On a commencé à appeler quelques brasseries en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 1200 brasseries artisanales en France. Donc on ne le sait pas forcément. Puis on a commencé petit à petit. Après, on a développé un site. Sur ce site, on a commencé à faire quelques ventes en ligne. Mais bon, ça marchait pas très bien. Et puis, faut être honnête, on s'y connaissait pas trop. On n'arrivait pas à amener du monde sur le site. Et petit à petit, il y a quelques bars qui ont commencé à nous consulter, à nous écrire et à nous demander. Donc on s'est dit tiens, on va changer et on va essayer de vendre à des bars au lieu de vendre en ligne. Donc déjà, on manquait un petit peu de visio parce que tous les 3 jours, on faisait quelque chose de différent. Et puis les bars, ça a été un échec aussi, ça n'a pas très bien marché. Donc après, quand cette aventure s'est finie, c'était il y a 2 ans. Donc la société s'appelait déjà BrewNation. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, c'est le moment d'apprendre, on va aller dans une société qui sait le faire. Donc, je suis parti travailler en Écosse chez Skyscanner, qui est un comparateur de vol. Et à partir de Skyscanner, je me suis dit, tiens, en fait, finalement, attirer du monde sur un site, ça se fait de cette façon. Donc, je vais essayer de repartir sur la bière, de reprendre BrewNation et de créer un blog autour du sujet et puis petit à petit d'essayer de le rémunérer en faisant de la pub dessus ou en faisant aussi ce qui s'appelle de l'affiliation. Donc de l'affiliation, en fait, c'est lorsque je parle d'un site, je vais renvoyer des personnes qui viennent sur mon blog vers ce site et s'il y a un achat sur cet autre site, je vais recevoir une commission. Donc, petit à petit, j'ai commencé comme ça. Et après, il y a de nouveaux projets qui se sont développés par le biais de ce blog. J'ai 2 sociétés qui m'ont contacté pour faire un petit peu du travail de consultant en marketing. Donc ça m'occupe 2 jours par semaine. Et puis après, maintenant, je suis en train de créer une chaîne YouTube, toujours pour ce site. Donc ça avance petit à petit. Mais finalement, c'est parti d'un échec avec toutes les erreurs entrepreneuriales possibles à maintenant quelque chose. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et beaucoup à apprendre, mais en tout cas, voilà, quelque chose qui me plaît bien et pour lequel je suis content de travailler tous les jours. Super, très bien. Alors justement, tu disais que tu as fait plein d'erreurs. Quelles ont été, est-ce que tu as un exemple d'une ou 2 grosses erreurs qui ont pu être faites, qu'aujourd'hui, forcément, tu referais plus si c'était à refaire? Alors, il y a 1 ou 2, c'est difficile à limiter parce que je pense qu'il y en a plus, mais je vais essayer de prendre les plus grosses. Alors déjà, sur cette société de distribution de biens artisanales, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai pas pris de risques financiers énormes. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs qui ont mené finalement à l'échec de la société, mais c'est pas des erreurs qui finalement m'ont coûté cher financièrement, c'est plus des erreurs qui m'ont coûté cher en termes de temps. Alors si je résume, il y a une première grosse erreur déjà, c'est l'organisation et la rigueur, parce que finalement on a commencé à lancer la société et en fait même si les premiers mois on a été très actifs, on a bien avancé, on avançait plutôt vite. Et en fait, après ces 3 premiers mois, il y a eu les premières difficultés qui sont apparues. Voilà, t'as un site internet, t'as pas de vente dessus.
t'arrives pas à avoir de vente, c'est un petit peu compliqué. Et en fait, au lieu de commencer à travailler d'une autre manière, j'ai plutôt commencé à procrastiner. Donc, au lieu de me consacrer à des choses qui apportaient de l'impact à mon entreprise, je me suis consacré en fait à toutes les activités, toutes les actions qui me paraissaient les plus simples à faire. Donc, par exemple, pour te donner un exemple, ce qu'on avait remarqué sur le site, qui finalement était un signal faible, c'est que chaque fois qu'on amenait une nouvelle brasserie française sur le site, en général, très vite après, ça se répercutait en termes de vente. Le problème, c'est que convaincre une brasserie, ça me demandait un certain temps. Puis au bout d'un moment, ce travail commercial aussi devient très répétitif, quoi. Tu appelles la brasserie, tu répètes le truc, et donc forcément, t'arrives à un moment où t'as pas envie de le faire, mais pour ton entreprise, c'est ce qui apporte le plus d'impact. Et moi, très souvent, au lieu de le faire, j'ai procrastiné. Alors en parallèle, on a développé un compte Instagram qui n'a jamais ramené aucune vente. Alors c'était génial, on faisait des belles photos et tout, mais ça ne servait à rien finalement pour le business. En parallèle, on avait commencé un blog sur le site. Sur le blog, on parlait de bar à bière. Alors c'est très bien, ça nous ramenait du trafic, mais celui qui cherche un bar à bière ne veut pas acheter de la bière en ligne, sinon il chercherait pas un bar à bière. Et en fait, je pense qu'une grosse erreur qu'on a eue avec mon associé de l'époque sur cette société, en fait, on s'est jamais focalisé sur ce qui avait le plus d'impact, mais on a plutôt fait plein d'autres choses à côté, alors que finalement, au jour le jour, pour que ton entreprise avance, même si y a une tâche qui te plaît pas, que ce soit le commercial, que ce soit autre chose, c'est ce qu'il faut faire au jour le jour. Et après, une deuxième grande erreur, alors là, c'est une erreur différente d'association. On a commencé cette société à 3 associés. Je pense que les 3 associés, on avait une vision un petit peu différente de la société. Alors on était 2, un de mes associés et moi-même, on avait vraiment une vision qui était un petit peu, tu vois, la gloire entre guillemets. Donc créer une grosse société, devenir un leader dans la distribution de la bière. Bon, on mettait pas toujours les actions qu'il fallait à côté, mais en tout cas on avait cette vision. Et on avait un autre associé qui d'ailleurs dès le début nous l'a dit. Pour lui, en fait, ce qu'il voulait finalement, c'était créer un petit peu un business de lifestyle. Donc quelque chose où on aurait travaillé très dur dès le début, puis après on aurait laissé le site de côté et puis on aurait récolté un petit peu les fonds sans avoir trop à faire, quoi. Et en fait, même si l'associé nous l'a dit au début, on a continué, on a dit bon c'est pas grave, on verra bien le jour venu, on a continué à travailler ensemble, et puis ça a résulté que au bout de 3 mois, il y avait un des associés qui travaillait plus. Alors le temps qu'on lui dise que il fallait qu'il se remette au travail, ça a encore pris 3 mois. Et puis après, au moment où il a fallu se séparer de lui, ça a été extrêmement compliqué. On s'est fâché, donc ça a causé un petit peu beaucoup de temps perdu pour l'entreprise. Et ça, je pense que être aligné avec ses associés dès le départ et avoir vraiment la même idée de là où tu veux emmener ta barque et là où tu veux emmener ton entreprise, c'est un deuxième point très important et c'est une erreur que j'ai fait. Okay. Voilà. C'est bien, ça, c'est des apprentissages. Oui. Alors effectivement, tu vois, comme dit, c'est des apprentissages. J'ai de la chance que ça m'a coûté en termes de temps, parce que voilà, j'ai quand même consacré à l'époque sur cette société 2 ans de ma vie. Mais finalement et heureusement, c'est des apprentissages qui m'ont pas coûté trop cher, parce que j'ai pas fait d'investissement. Alors disons que tous les investissements financiers que j'ai faits, je les ai quand même réfléchis dans cette société et je me suis pas lancé corps et âme. Voilà, j'ai pas hypothéqué ma maison ou n'importe quoi, ma voiture ou je ne sais quoi, mais effectivement c'était de beaux apprentissages au final. En termes de préparation, justement, est-ce que tu penses qu'il y avait un manque, des choses que vous n'aviez pas assez bien étudiées à l'avance, ou bien c'est... Alors je pense qu'au départ, déjà il y avait un premier manque qui était un manque de compétences. Donc on était 3 associés au départ. Alors il y avait un des associés qui avait vraiment une expérience technique, où il avait l'habitude de développer des sites et tout ça. Donc lui il avait vraiment ses compétences spécifiques. Un autre associé qui était un peu plus sur le volet financier, qui avait aidé des startups à lever des fonds, donc à aller voir des investisseurs pour trouver des fonds, ce genre de choses. Et un dernier associé, moi-même, qui avait une expérience plus commercial, marketing, mais au final, je me rends compte maintenant, en fait, c'était une expérience très, très limitée par rapport à ce dont on avait besoin à l'époque. Et si tu veux, en termes de préparation, ce qui nous manquait vraiment,
dès le départ, c'est que très vite, on s'est dit, ok, bon, maintenant on a un site internet, il est fini, mais personne vient dessus, quoi. Et on n'a jamais, au cours des 2 ans, vraiment compris comment faire venir du monde sur ce site internet, quoi. Alors maintenant, je le sais un peu mieux, parce que du coup, je me suis dit, bon, bah, va falloir l'apprendre, et je suis allé, voilà, dans des entreprises où on savait le faire pour l'apprendre. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en termes de préparation, il y avait quand même un manque de compétences. Et de même, en termes de préparation, au départ, je pense qu'on a aussi fait un choix qui était pas forcément le meilleur, dans le sens où on était une entreprise assez technologique quand même, assez start-up. Et puis on est venu à l'époque, on a commencé à Guebwiller, et pendant 2 ans on était à Guebwiller. Et c'est vrai que sur ce domaine spécifique, on avait du mal à trouver des personnes qui avaient un petit peu les mêmes défis ou les mêmes problématiques en tout cas. Donc voilà, hein, mon papa qui est restaurateur, qui est passé dans le podcast aussi. Bien sûr, il y a des problématiques d'entrepreneurs qui sont similaires, mais qui sont quand même assez différentes à des problématiques de site internet et d'attirer du trafic sur un site internet. Donc je pense que ça, c'était en termes de préparation un autre mauvais choix. Okay. C'est vrai que quand on écoute des fois certains... pas forcément des podcasts, mais certains sur Internet ou autres, on a l'impression que créer son entreprise, c'est super facile. On a les idées magiques. Regardez, j'ai les 10 solutions pour avoir une entreprise qui tourne en 6 mois, devenez millionnaire en 1 an. Ouais, mais en fait, non, sur le terrain, c'est pas du tout ça. Non, quoi. c'est clair. C'est travailler, c'est vraiment être bien préparé, surtout. Ouais. Ça demande beaucoup de temps. Est-ce que toi, quelque part, tu penses qu'il y a eu ce petit piège aussi dans lequel tu es un peu tombé dedans, en pensant que ça serait beaucoup plus facile ou Alors c'est une très bonne question. Alors il faut savoir qu'avant cette expérience, alors justement les 3 associés, on travaillait à l'époque dans une autre société qui était une société qui était reliée à une entreprise qui s'appelle Rocket Internet. Donc Rocket Internet, c'est un concept assez simple dans l'industrie technologique. En fait, l'idée, c'est de regarder les idées qui marchent quelque part dans le monde et de les copier le plus vite possible en Europe ou à d'autres endroits dans le monde, quoi. Donc, si tu veux, on avait déjà l'habitude de travailler ultra intensément, parce que quand on a travaillé là-bas, voilà, tu commençais à 9h et puis avant 20h, c'était interdit de sortir du bureau, quoi. C'était vraiment ultra intense. Donc on savait que c'était aussi intense, mais on savait pas forcément les défis qu'on avait à relever et on n'avait pas conscience des difficultés à affronter. Et c'est vrai que très souvent, en fait, la plupart des entrepreneurs que t'entends, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans des podcasts ou autres, bah, très souvent, c'est des personnes qui sont déjà à la fin du processus et qui ont déjà réussi, parce que voilà, ils ont déjà monté leur boîte ou autre. Ça veut pas dire que c'est facile tous les jours, ils galèrent quand même, mais ils vont pas te raconter l'envers du décor, ils vont pas te raconter qu'ils ont galéré toute la journée pour travailler, non, ils vont te raconter, bon ben voilà, il se passe ça ou autre, quoi. Et en fait, effectivement, la difficulté, c'est que très souvent, on voit ces gens-là à la fin du processus, alors que si on regardait au début, quand ils avaient 20 ans, quand ils ont lancé leur première boîte, même s'ils l'ont lancé à 40 ans, c'est pareil, en fait, en réalité, ils ont galéré. Et même celui qui t'explique sur une pub YouTube, voilà, je vous raconte comment gagner 1 million en 1 an, ou n'importe quoi. Mais avant d'en être là, pour enregistrer toutes ces connaissances, il a galéré. Il y a quelques coups de chance. Il y en a qui sont touchés par la grâce, ils font quelque chose, ça marche tout de suite, comme des Mark Zuckerberg. Le mec dans une chambre de Harvard, il crée un réseau social, il y a tout de suite plein de monde dessus. Il y a eu des difficultés sur le chemin, mais malgré tout, Facebook, ça a toujours connu une croissance énorme, il a toujours fait les bons choix. Le mec, il est touché par la grâce, mais 99% des gens qui lancent une boîte, faut savoir que très souvent au départ, tu n'as pas forcément cette chance-là et qu'il va falloir te battre, quoi. C'est vrai que l'échec, les difficultés, ça fait partie du parcours d'entrepreneur. Il faut y être préparé, quoi. Ouais, 100% d'accord. Il faut surtout savoir le relever. Et c'est pas toujours facile, surtout quand on est seul. Ouais. Est-ce que toi, justement, parmi les difficultés que vous avez pu rencontrer à un moment ou à un autre, il y a des rencontres, des personnes d'extérieur qui, un coup, ont pu vous aider par des conseils ou autres, vous donner les bonnes pistes pour pouvoir vous en sortir ? Alors il y a plusieurs personnes, ça c'est sûr. Alors il y a
déjà un petit peu en termes de site ou autre, en fait, on faisait partie d'une pépinière d'entreprise, donc ce qu'on appelle aussi un incubateur, donc qui a à Mulhouse, qui a aujourd'hui déménagé chez KM0. Et donc en fait là-bas, on avait un accompagnement et il y avait 2 personnes en l'occurrence. Alors la directrice un petit peu de l'incubateur de la pépinière d'entreprise qui s'appelait Fabienne, qui nous a beaucoup conseillé, et elle m'a beaucoup apporté. C'est une très belle rencontre, mais elle m'a pas forcément apporté sur ce qu'il fallait faire pour attirer du monde sur le site internet, mais plutôt sur la partie voilà, sur ton quotidien d'entrepreneur, comment il faut faire pour avoir un équilibre avec ta vie personnelle, comment parfois sur ta vie d'entrepreneur tu as des peurs et il faut savoir te remettre en question et te dire d'où viennent ces peurs. Parfois elles viennent de très loin ou autre. Et en parallèle, il y avait une autre personne aussi dans cet incubateur qui était David, et qui m'a aussi, lui, beaucoup plus aidé, mais plus sur le volet vraiment attirer du monde sur le site et comment réfléchir. Alors on n'a peut-être pas eu beaucoup de chance parce qu'on les a rencontrés assez tard, donc c'était presque trop tard entre guillemets, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a quand même pas mal aidé, surtout pour survivre au jour le jour vers la fin. Et après, nous, justement, une grosse erreur qu'on a fait aussi avec cette société, c'est que on a eu beaucoup de problèmes pour s'entourer. On n'a pas su vers qui se tourner quand on avait des questions, parfois parce qu'on avait peur de les poser, tout simplement. Et je pense que si j'étais amené vraiment à refaire une entreprise un petit peu de ce genre-là, la première chose que je ferais, ce serait vraiment d'avoir le conseil, un petit peu le conseil des sages, avec 3-4 personnes autour de moi qui pourraient me conseiller quand j'en aurais besoin sur des volets financiers, sur des volets commerciaux du coup, et marketing ou autre, et vraiment d'avoir des personnes qui ne sont pas liées directement à ton entreprise, tu vois, et tu peux leur demander quelque chose de précis quand tu as une question. Et après, moi, j'avais aussi quand même une chance, et je pense sans cette chance, l'entreprise n'aurait pas tenu 2 ans. C'est aussi que j'avais mon papa très souvent à côté de moi, qui était prêt à m'aider quand j'avais des questions, qui est lui-même entrepreneur, qui a lui-même échoué aussi. Je pense qu'il a dû en parler dans le podcast lui aussi. Et du coup, effectivement, tout au long, c'était vraiment un soutien qui m'a beaucoup aidé, c'est clair. C'est important de s'ouvrir aux autres et d'écouter ce que disent les autres. Ouais. Et c'est vrai que tu vois, souvent on se perd un petit peu dans ce que tu as à faire tous les jours. Voilà, tu te lèves le matin et tu vas essayer de remplir le plus de tâches possible, mais finalement parfois c'est mieux de t'arrêter, d'écouter quelqu'un qui va te conseiller pendant 1 heure. Tu vas gagner beaucoup plus de temps qu'en avançant tout seul. Donc, exactement. Ensemble on va plus loin. C'est ça. Tout à l'heure, justement, tu disais que tu avais une personne qui te conseillait un petit peu pour l'équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle. Est-ce qu'à ce niveau-là, justement, ton parcours d'entrepreneur, il a été un peu lié à ta vie perso, ou quand il y avait des problèmes d'un côté, ça se répercute un peu de l'autre, ou est-ce que tu as vraiment réussi à faire la part des choses Alors je pense que ça pour le coup, alors autant il y a d'autres choses où je réussissais moins bien, mais ça pour le coup c'est quelque chose où j'arrive quand même assez bien à faire la différence vie pro, vie perso, surtout pour un très jeune entrepreneur au final. Alors j'ai rarement, même sur 2 ans d'entrepreneuriat et là sur maintenant 1 an que j'ai de nouveau commencé à créer du contenu, à travailler en freelance ou autre et à recréer un petit peu une entreprise, j'ai rarement eu des problèmes de sommeil, donc j'ai touché du bois. J'ai peut-être passé 2 mauvaises nuits où c'était un petit peu difficile, mais j'arrive vraiment à séparer ces différents moments. Et pareil, tu vois, j'arrive à vraiment pendant le week-end à au moins me réserver un jour où je fais une pause et voilà. Pareil quand je suis avec des gens, avec de la famille, avec des amis, j'essaie vraiment de me sortir de ce contexte pro, laisser mon téléphone loin. Parfois tu fais exprès de l'oublier ou autre. Donc ça c'est quelque chose où au final j'ai, je pense, réussi à trouver un assez bon équilibre vie pro, vie perso. Après, bon, je pense que c'est un petit peu lié à chacun aussi. Alors, moi, je sais que ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir des moments seuls où je peux un petit peu expulser
tout ce qui s'est passé, toutes les mauvaises nouvelles de la journée, alors que d'autres personnes vont avoir besoin de passer une soirée entre amis ou autre, quoi. Donc c'est vraiment un équilibre qu'il faut trouver. Alors justement, quelles sont quelle est ta façon de faire justement pour expulser tout ça? C'est plutôt des randonnées, c'est plutôt être seul dans ton coin, c'est du jeu vidéo, c'est quoi? Alors les randonnées, je trouve que ça marche très bien. La marche, alors, ça n'a pas besoin d'être une marche très difficile, hein. Ça peut être aller te balader pendant 1 heure, laisser ton téléphone à la maison et marcher un petit peu. Ça, je trouve que ça marche très très bien. En parler aussi, ça peut faire beaucoup de bien, hein. Parfois, voilà, hein, tu as eu plein de mauvaises nouvelles dans la journée, et au lieu d'en parler à quelqu'un pour l'expliquer, tu vas le garder pour toi, et du coup, tu vas t'empoisonner la soirée. Donc ça, je pense que si tu as autour de toi de bonnes personnes à qui parler, et c'était le cas justement de Fabienne de l'incubateur dont je te parlais avant, et elle, c'est vrai que parfois les journées étaient pas les meilleures, puis à 19h elle était encore là à l'incubateur et je pouvais me confier, voilà, il y a eu ça, et ça me redonnait un coup de boost un petit peu, parce que finalement tu te rends compte que il y a beaucoup plus grave dans la vie, que malgré tout, t'es content de te lever tous les matins pour mener ton entreprise et faire quelque chose qui te plaît, quoi. Après, forcément, hein, je pense que dans l'entrepreneuriat, malgré tout, si tu fais un équilibre bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, t'as beaucoup plus de mauvaises nouvelles, forcément, entre les clients qui annulent. Nous, en plus, quand on faisait du e-commerce, il fallait envoyer des bières, donc parfois ça cassait sur le chemin ou autre, donc il y avait pas mal de difficultés. Mais malgré tout, il faut réussir à finir la journée sur une note positive et voilà, au final, quand tu finis la journée, même si quelque chose s'est mal passé, faut réussir à te concentrer. Alors parfois je faisais des listes, hein, je prenais un papier et je notais les 10 choses positives de la journée. Quelques fois où c'est un peu difficile à trouver 10 choses positives, mais en général t'arrives quand même à trouver. Et c'est comme ça que finalement tu relativises et tu te rends compte que ta situation n'est pas si grave. Bien. Bonne technique, ça, mettez les bonnes choses. Ouais. Très bien. Alors, les erreurs que tu as fait, on en a déjà parlé. Alors justement, aujourd'hui, tu disais que tu travailles en freelance également. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Alors, donc je propose 2 choses en fait maintenant. Donc j'ai une première chose qui est un premier volet, on va dire, qui est vraiment de la création de contenu. Donc ça, je le fais pour moi via mes blogs ou les chaînes YouTube que je suis en train de créer. Et je peux aussi le faire pour d'autres sociétés qui pourraient avoir besoin de création de contenu. Donc quand je dis création de contenu, c'est rédaction d'articles, création de vidéos ou autre. Et en parallèle, effectivement, j'ai ce second volet où je suis consultant marketing et essentiellement consultant SEO. Donc le SEO, c'est le référencement naturel. Donc c'est finalement comment tu vas optimiser un site pour avoir du trafic naturellement et gratuitement de Google, sans tricher, bien sûr, ça va de ça. Et du coup, j'ai un petit peu ces 2 volets. Alors sur la partie consultant, j'ai maintenant 3 clients différents en tout avec qui je travaille, qui sont chacun dans des secteurs différents. Donc très souvent, alors ce que j'aime bien faire, c'est prendre des sites qui n'ont pas encore beaucoup de trafic et les aider vraiment à se développer et à générer beaucoup plus de trafic, que ce soit par des publicités Facebook, Google ou tout simplement par des optimisations de contenu, ce genre de choses. Et après, effectivement, j'ai cette deuxième partie où je crée du contenu finalement pour moi autour des sujets qui me passionnent. Des compétences qui auraient été très utiles sur ta première société. Exactement. Et finalement, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'ai fini cette première société, en fait, j'ai reçu une offre d'une entreprise en Écosse, donc qui s'appelle Skyscanner, qui est un comparateur de vols, d'hôtels et de location de voitures. Et Skyscanner, c'est un super exemple d'une start-up dans l'industrie technologique qui fait pas forcément beaucoup de bruit, mais qui a réussi à devenir rentable très vite. Donc, il s'est toujours focalisé sur la rentabilité et sur les actions. Et c'est vrai que quand je suis arrivé là-bas, voilà, j'ai eu ma première semaine, je me suis dit ah oui, c'est comme ça qu'il faut faire en fait. Ça avait rien à voir avec ce que je faisais avant, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai eu cette chance après d'arriver là-bas où on m'a appris de nouvelles choses.
y a beaucoup à apprendre encore, hein. Ça j'en suis convaincu, mais en tout cas ça m'a permis derrière un petit peu de pouvoir acquérir toutes ces compétences qui me manquaient avant et apprendre de nouvelles choses. Ok. Comme dit, t'es encore jeune, toi. Est-ce que tu as des projets de nouveau d'entrepreneuriat pour la suite ou pour le moment, comme c'est là, ça te plaît bien et puis tu regardes ce que ça donne? Ouais. Alors je pense que l'entrepreneuriat, c'est assez vite devenu un virus. Parce que même si je pense quand j'avais ma société, c'était peut-être un des trucs les plus durs que j'ai fait de ma vie, c'était peut-être le moment de ma vie où finalement j'avais le moins de réussite, parce que voilà, quand tu montes ta boîte et que t'as pas d'achat, t'as personne qui vient dessus, c'est quand même vachement difficile, tu prends une claque en termes de confiance ou autre. Et malgré ça, ça m'a juste donné envie de le refaire. Donc j'ai très vite eu d'autres projets d'entrepreneuriat. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a une petite différence. Alors, je pense qu'il y a vraiment deux raisons d'entreprendre. Une qui est vraiment entreprendre pour la gloire. C'était l'idée qu'on avait au départ avec cette société de distribution de bière artisanale. On voulait devenir un géant de la distribution de bière. Enfin, tu vois, c'était vraiment notre vision. Bon, après, ça n'a pas marché, mais voilà, c'est la vie. Alors qu'il y a une deuxième raison d'entreprendre qui finalement est plus entreprendre pour le bonheur. Le bonheur pour chacun va être différent. Pour moi, finalement, le bonheur, ça correspond aussi à avoir ma liberté, à pouvoir travailler sur mes passions et pouvoir travailler plus ou moins quand je veux. Et aujourd'hui, en termes d'entrepreneuriat, je suis plus sur ce côté bonheur. Je pense que la gloire, c'est bon, j'ai essayé. Finalement, le bonheur, c'est quand même pas mal. Et donc, tu vois, par exemple, quand je développe mon blog, alors l'avantage du blog, c'est que ça te demande un gros travail de départ parce qu'il faut rédiger des milliers de mots, plusieurs centaines d'articles. Mais une fois que, si tu l'as bien fait, une fois que tu l'as fait, finalement, tu vas avoir du trafic qui vient de Google et tu peux commencer à mettre de la pub et tu génères des revenus plus ou moins automatiquement sans avoir à réinvestir du travail au jour le jour, quoi. Et du coup, mon idée à terme, ce serait même d'apprendre à d'autres personnes à le faire, à dire voilà, si tu veux ton indépendance, tu veux arrêter de travailler, si tu veux commencer à devenir un spécialiste du blog, voilà un petit peu la méthode que j'ai utilisée. On va essayer avec toi et puis on va voir si ça marche. Ce serait plus l'idée maintenant du prochain projet un petit peu qui vient. Bien. Alors pour quelqu'un maintenant qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, avec toute ton expérience maintenant, ce que tu as pu vivre, quel serait ton conseil ou tes conseils justement peut-être pour qu'il ait un parcours pas forcément plus facile, parce que c'est jamais facile, mais pour éviter justement les erreurs que tu as pu faire, quels seraient justement tes conseils? Ouais. C'est une super question. Alors je pense que tu l'as souligné avant dans une de tes questions où tu disais voilà, on voit souvent l'entrepreneur à la fin de son processus, voilà, il a déjà gagné des millions, il te raconte comment devenir riche en 2 semaines ou autre. Mon premier conseil déjà, ce serait de pas croire ça, parce que l'entrepreneuriat c'est avant tout du travail. Alors bien sûr, il y a certains types de sociétés qui peuvent te permettre de beaucoup travailler au début et d'être un petit peu plus tranquille. Alors ça, c'est tous les entrepreneurs un petit peu les digital nomades ou ce genre de trucs, tu vois, qui vont te raconter qui bossent presque jamais et puis qu'il y a de l'argent qui s'engrange tout seul. Je t'envoie ma newsletter depuis Tahiti. Exactement. Et on connaît tout ça et en fait, du coup, ça crée quelque chose de complètement faux sur l'entrepreneuriat parce que on a l'impression qu'en fait c'est voilà, tu bosses un petit peu, tu t'installes à Tahiti et puis ça va venir tout seul. Mais la réalité est différente et même ces mecs-là qui envoient des newsletters depuis Tahiti ou depuis Bali, n'importe quelle destination, au départ ils sont quand même partis de quelque chose où ils avaient un site et il y avait personne dessus. Alors peut-être qu'ils avaient une compétence, que ce soit une spécialité marketing qui leur a permis d'attirer du monde sur ce site assez facilement, mais même ça, au départ, il y a du boulot et il faut pas croire que l'entrepreneuriat et la réussite peuvent venir comme ça. C'est quand même, quoi qu'il arrive, le meilleur moyen de réussir, c'est encore de travailler et d'apprendre. Mais si vraiment je devais te donner un premier conseil, je pense que c'est de vraiment comprendre quel est le type de société que tu veux créer quand tu montes ta boîte. Alors, est-ce que tu veux créer un business lifestyle, donc
voilà, bosser à fond pendant 3 mois et puis après laisser les revenus se générer plus ou moins facilement. Alors ça peut être plein de choses. Alors aujourd'hui, ce qui explose plus ou moins, c'est YouTube. Voilà, et quelques youtubeurs qui font régulièrement des vidéos et qui reçoivent de l'argent avec la publicité via YouTube ou autre. Alors si tu veux faire ça, bah, c'est très bien. Tu dis, c'est ce que je veux créer, c'est un business lifestyle pour être tranquille et profiter de la vie. Dans ce cas-là, tu as une méthode à suivre et il faut rester là-dessus. Après, tu as un autre type de business qui est le business plus, c'est ce que je disais avant, que tu fais pour la gloire. Donc si tu veux, je sais pas, monter le prochain plus grand réseau social, ok, super, tu veux faire ça, il n'y a pas de souci, mais en revanche, faut pas t'attendre à travailler à Bali dans 3 mois et à envoyer ta newsletter depuis Tahiti. Donc, choisis vraiment là-dedans dès le début. Et après, il y a un autre type d'entrepreneuriat aussi, pour moi, qui est finalement entre les deux. Alors, c'est l'entrepreneuriat un petit peu plus classique dans des business qui existent depuis plus d'années, alors que ce soit la restauration, que ce soit la photographie ou ce genre de choses. Et c'est des métiers complètement différents où peut-être par rapport au business d'internet tu as un petit peu moins d'économie d'échelle, hein, parce que sur internet tu peux quand même automatiser beaucoup de choses. Et après tu as ces business plus classiques qui te permettent aussi de faire de très belles choses, mais choisis dès le début quel type de business tu veux faire, ne te mens pas à toi-même et reste fidèle à tes valeurs. Je pense que c'est le conseil que je donnerais. Super. C'est d'accord. En écoutant ça, on a tous envie de bosser 3 mois et puis après on est parti. Même au bout de 3 mois, ouais. Il y a encore un peu de boulot. Même au bout de 3 mois, voilà. J'ai arrondi à 3 mois, mais je pense... Et tu vois, même personnellement, sur mon blog, aujourd'hui, voilà, il y a 40 à 50 000 visiteurs par mois. Mais avant ça, si tu regardes tout le cheminement avant d'en arriver là, j'ai bossé dans une entreprise où je me suis spécialisé sur le domaine vraiment de comment optimiser un site pour attirer du trafic de Google. Donc ça m'a pris 1 an de travail, tu vois. Alors bien sûr, tu peux sûrement raccourcir ça, mais à un moment, il va quand même falloir l'apprendre. Tu peux pas l'avoir sans rien faire. Après, il y a maintenant, ça fait quasiment 6 à 8 mois que je travaille au minimum 1 heure par jour sur ce blog. Alors bien sûr, j'ai fait des erreurs, mais les articles à un moment, faut quand même les écrire, le contenu va pas se créer tout seul. Donc, tu vois, ça te demande quand même beaucoup de temps avant d'arriver à quelque chose. Et même là, si on regarde aujourd'hui le blog, alors voilà, ça génère des revenus qui, par rapport au travail que ça me demande, sont vraiment honorables, mais malgré ça me suffirait pas encore pour en vivre. Donc, faut encore continuer à le développer. Donc, 3 mois, c'est chaud. Nickel, merci pour tout ça. Petite question bonus, justement, parce que le SEO, je pense que ça intéresse énormément de monde. Ouais. Surtout quand tu es entrepreneur, tu n'as pas forcément les moyens de payer une entreprise qui va s'occuper de ton site, SEO et tout ça. Si tu avais une astuce, en dehors des basiques que presque tout le monde connaît, une petite astuce qui permet de booster un petit peu le SEO sans trahir tes secrets non plus professionnels. Mais Effectivement. Alors en fait, je pense que y a quelque chose qui a changé dans le SEO il y a une dizaine d'années, et là, c'est encore aujourd'hui, il y a peu de gens qui le savent. C'est qu'en fait, avant, tu avais un site internet, même parfois une seule page, et cette page unique, elle pouvait attirer du trafic par des dizaines de recherches différentes. Donc par exemple, toi, tu as ton site photographie, tu as peut-être quelqu'un qui va chercher, il y a 10 ans, quelqu'un qui aurait cherché photographie Tan, il aurait vu Steve photographie. Quelqu'un qui aurait cherché photographie Guebwiller, mais il aurait sûrement vu ton site aussi. Quelqu'un qui aurait cherché photographie Mulhouse, sûrement. Bon, il y a peut-être un peu plus de concurrence à Mulhouse, mais voilà. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de sites internet. Et en fait, en quelques années, Google a complètement évolué parce que le nombre de sites internet a évolué. Et en fait, aujourd'hui, si tu veux répondre et attirer du trafic depuis un mot-clé spécifique, déjà, il faut savoir quels sont les mots-clés, donc qu'est-ce que les gens cherchent, et après, il faut avoir une page spécifique pour ce mot-clé.
Donc par exemple toi tu pourrais avoir Agence Photographie Mulhouse, une page dédiée à ça qui explique un petit peu ce que tu peux faire sur Mulhouse, qui indique tous les projets que tu as fait sur Mulhouse et qui aurait du contenu dedans parce qu'il faut du contenu. Si tu fais juste une page, personne va comprendre pourquoi venir dessus. On est d'accord aussi que même avec le petit plugin Yoast SEO, les 300 mots qui te conseillent, ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Ça suffit pas et franchement je pense le mail, la première chose à comprendre en SEO c'est que c'est une recherche de mots-clés, une page spécifique qui répond à cette recherche de mots-clés. Après, bien sûr, faut bien faire ta recherche de mots-clés au départ, parce que si tu sais pas ce que les gens cherchent, tu vas écrire pour rien. Et après, les pages que tu fais, faut qu'il y ait du contenu. 300 mots, c'est très peu, hein. La page moyenne qui se classe sur Google, elle fait plus de 1500 mots. Donc, dans l'idéal, faut atteindre les 1800, 2000 pour pouvoir te distinguer. Voilà. Après, il y a plein de choses que tu peux faire en SEO, mais finalement, c'est de l'extra mile. Si tu as déjà compris le début, ça, tu as déjà du trafic assuré pour quelques temps. Ouais. Eh bien, merci pour ton temps, merci pour ce conseil et puis tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Merci à toi, Steve, merci beaucoup. Merci Luca, merci à vous pour votre écoute. Je vous invite maintenant à prendre quelques minutes de votre temps pour partager cet épisode sur vos différents réseaux, pour le noter et vous abonner pour ne pas rater les prochaines sorties. Merci pour cet engagement et à très bientôt pour découvrir un nouveau parcours d'entrepreneur.